Alors, bonjour à tous. Bienvenue donc à notre nouvelle série de webinaires, notre nouvelle programmation hiver-printemps 2019. Et on commence en beauté aujourd'hui avec un sujet, je pense, évidemment, qui intéresse tous les gens qui sont présents avec nous aujourd'hui, mais un sujet véritablement en lien avec le monde numérique dans lequel on vit. Je vous présente sans plus tarder mon invité, Joanne Auger, qui est agent de marque chez BCF. Je vais prendre le temps de la présenter. Mais avant ça, je vais vous rappeler que on vous invite évidemment durant tout le webinaire à poser des questions. Vous pouvez le faire via le panneau de contrôle qui s'affiche soit sur votre cellulaire, sur votre tablette ou votre ordinateur. Et vous avez un point d'interrogation et une main levée. Alors, le point d'interrogation est évidemment pour saisir vos questions. Et la main levée, et si vous avez un problème technique, on va le voir ici et on tentera de le résoudre avec vous donc en cours de webinaire. Voilà pour la partie technique. Donc, sans plus tarder, on va partir la partie contenu. Aujourd'hui, on parle du nouveau Amazon Brand Registry et les possibilités pour vos marques de commerce. Donc, Amazon est devenu au cours des dernières années une plateforme véritablement incontournable de vente importante pour la majorité des entreprises faisant le commerce de produits. Par contre, on a souvent reproché à Amazon, comme à d'autres plateformes d'ailleurs virtuelles, d'être un lieu propice à la vente de produits contrefaits ou violant les marques de commerce. Dans le but de mieux encadrer donc les produits et d'éviter donc les activités illégales, eh bien, Amazon a mis sur pied le Amazon Brand Registry, un système qui permet aux propriétaires de marques de commerce d'enregistrer celles-ci directement auprès de la plateforme. Alors, c'est de ça dont il sera question aujourd'hui dans notre webinaire. Et je vais donc sans plus tarder vous présenter notre invitée, Joanne. Elle va bientôt parler, mais donc je prends donc une minute pour vous la présenter. Joanne Auger donc accompagne les entreprises de toute taille dans le développement de la gestion de portefeuilles de marques nationales et internationales, on dirait de marques nationaux et internationaux, forte d'une expérience de plus de 20 ans en stratégie de protection de marques de commerce. Elle conseille des startups, des PME et des grandes entreprises œuvrant tant dans les industries technologiques, agroalimentaires, pharmaceutiques, touristiques, culturelles, que dans le domaine de la finance, de la fabrication, du textile et de la vente au détail. C'est dire qu'elle a beaucoup d'expérience et elle couvre énormément de secteurs, donc je pense que ça va plaire aux gens qui sont avec nous aujourd'hui. Elle pilote également l'équipe stratégique web de BCF qui conseille les entreprises sur tous les aspects juridiques liés à leur présence sur Internet. Donc, je pense, Joanne, qu'on a la bonne personne avec nous aujourd'hui. Et puis, avant de commencer ce webinaire, je te demanderais, écoute, présente-nous finalement qui est BCF? BCF, c'est vraiment un cabinet d'avocats qui a une approche pratico-pratique et qui accompagne les entrepreneurs dans leur vie en affaires, dans tous les aspects, que ce soit en matière de financement, que ce soit droit de l'emploi, acquisition, fiscalité, web, évidemment, protection et valorisation du savoir et de l'innovation. Donc, on essaie d'être très près des entrepreneurs. En fait, on se considère nous-mêmes des entrepreneurs, c'est au cœur de notre ADN et de garder toujours cette approche pratico-pratique-là. Alors, je vais tenter justement de vous la démontrer aujourd'hui en vous donnant des trucs, notamment en ce qui concerne le Amazon Brand Registry. Alors, on y va. Alors, on y va. Il faut garder à l'esprit que la plateforme, plutôt le Amazon Brand Registry, c'est quelque chose qui existe déjà, qui existait déjà depuis plusieurs années, mais ça a été remanié en mai 2017. Alors, ceux qui se seraient déjà inscrits au Amazon Brand Registry avant mai 2017, il faudrait le refaire. Alors, si jamais il y en a qui sont à l'écoute et qui sont déjà familiers parce qu'ils l'avaient fait, c'est à refaire maintenant que ça a été remanié. Aujourd'hui, on va se concentrer évidemment sur les aspects juridiques du registre afin de vous aider à bénéficier des avantages qu'il offre. C'est une démarche
démarche qui est assez simple, mais la position plutôt bureaucratique adoptée par Amazon semble avoir compliqué la vie de plusieurs entrepreneurs, dont certains de nos clients, et c'est cette expérience vécue pour nos clients et par nos clients qui nous a donné l'idée de partager certains trucs afin d'éviter certaines problématiques. Alors, regardons les objectifs et engagements de ce Amazon Brand Registry. Il faut garder à l'esprit que tout ça, c'est dans le but d'améliorer les services liés à la vente, évidemment, sur la plateforme Amazon. C'est un service gratuit, c'est donc pas négligeable, et c'est dans le but de donner plus de contrôle sur les pages qui utilisent le nom de votre marque. Vous pouvez contrôler l'exactitude des informations qui apparaissent sur la plateforme Amazon, et il faut savoir que parfois, c'est le fabricant lui-même qui vend les produits, mais c'est souvent aussi des revendeurs. Alors, le fabricant titulaire de la marque peut mieux gérer la façon dont sa marque apparaît et surtout les informations la concernant quand on s'inscrit sur le Amazon Brand Registry. Ça fournit aussi des outils de recherche qui facilitent l'identification de contrefaçons potentielles par le biais de fonctionnalités personnalisées. Encore une fois, ce ne sera pas le but de mon propos d'aujourd'hui, mais c'est pour vous expliquer qu'il y a différents aspects et vous pouvez plus facilement signaler des violations de vos droits qui vous sembleraient, que vous auriez repérés. Ça aide les utilisateurs à mettre en application donc les droits de propriété intellectuelle qui en découlent. Et aussi, il faut garder à l'esprit que vous restez responsable de la confidentialité de votre compte et de ses activités. Il vous reviendra d'aviser Amazon s'il vous semble que votre compte a été compromis. Il y a une entente de service avec Amazon que vous ne pouvez pas vraiment modifier, mais j'ai mis les liens à l'écran qui vous donnent plus de renseignements, autant en français qu'en anglais, sur les autres aspects du registre. Alors, si on regarde aujourd'hui, vraiment au niveau juridique, quant à vos marques de commerce. Alors, pour s'inscrire au Amazon Brand Registry, il y a des prérequis. Les prérequis, le principal, et vous allez comprendre pourquoi on vous en parle aujourd'hui, c'est que ça vous prend une marque de commerce enregistrée. Une marque de commerce soit nominale, et on va voir tout à l'heure les différentes catégories de marques, parce que c'est souvent là où le bas blesse quand on vient pour s'inscrire auprès du Amazon Brand Registry. Donc, ça vous prend une marque nominale, ce qu'on appelle les mots seulement, là, le word mark en anglais, ou une marque semi-figurative, c'est-à-dire qui combine un logo avec des mots. Et vous devez fournir les détails de cet enregistrement de marque nominale ou semi-figurative et ils vont être ensuite validés par votre agent de marque pour que vous puissiez obtenir vraiment, compléter l'inscription sur l'Amazon Brand Registry. On va y revenir plus tard quant aux différents types de marques et le fonctionnement de l'inscription. Donc, si on parle du prérequis à l'effet que c'est une marque enregistrée qu'on peut inscrire, et ça sous-entend que les demandes d'enregistrement en instance ou les marques non enregistrées, bien, malheureusement, vous ne pouvez pas bénéficier du Amazon Brand Registry. Vous pouvez vendre sur Amazon, mais vous ne pouvez pas bénéficier de l'outil pratique dont on discute aujourd'hui. La même chose si votre marque n'est qu'un logo. Si on pense au swoosh de Nike, par exemple, lui-même, sans Nike à côté, le fait que ce soit une marque logo seulement, sans aucun mot, on ne peut pas l'inscrire sur Amazon. On pourrait à ce moment-là se rabattre plutôt sur une combinaison du mot et du logo qu'on appelle une marque semi-figurative. Et encore une fois, tout à l'heure, je vais les illustrer plus amplement. Donc, encore une fois, si c'est un logo seulement, vous pouvez vendre sur Amazon, mais vous ne pouvez pas inscrire votre logo à titre de marque sur la plateforme Amazon. Je suis quand même curieuse avec ce que tu mentionnes parce que, par exemple, le sigle de Nike dont tu parles est universellement reconnu et eux ont probablement déposé des marques, tout ce qui est légal lié à ce symbole-là. Oui. Et pourtant, Amazon ne le reconnaît pas. Ben, en fait, il va le reconnaître à l'intérieur. Ça va être Nike avec le swoosh, qu'on appelle une marque semi-figurative puisqu'elle comprend des mots et un logo. Pourquoi ils refusent le logo seul? C'est que les outils qu'ils mettent à la disposition de ceux qui s'inscrivent au Amazon Brand Registry, c'est des outils de recherche avec des fonctionnalités de recherche
rechercher des images, c'est difficile. Encore Il faut qu'on puisse se rattacher avec un mot. C'est la raison principale. Mais encore une fois, vous pourriez très bien vous rabattre sur une marque qui est composée de mots combinés à un logo. Également, dans les prérequis, c'est que ça vous prend un enregistrement de marque, on l'a dit, mais dans un des pays reconnus par Amazon, c'est-à-dire une des plateformes où Amazon vend. Et si on passe à la prochaine slide, si vous me permettez l'expression, en cliquant, Anne-Marie, on voit à l'écran les pays où c'est permis, c'est-à-dire on va accepter un enregistrement d'une marque canadienne, américaine, mexicaine, australienne, indienne, japonaise, française, allemande, italienne, espagnole, du Royaume-Uni, devrais-je dire, britannique, donc, et aussi un second clic de l'Union européenne. Parce qu'il y a cette possibilité d'inscrire, d'enregistrer une marque pour les 28 États membres de l'Union. Là, on ne sait plus si bientôt ça va être 27 ou pas là, avec le Royaume-Uni. Alors, ça, c'est à suivre. Donc, Amazon offre différentes plateformes, Amazon.ca, Amazon.com, Amazon.mx pour le Mexique. Il vous faut un enregistrement dans la plateforme où vous désirez vendre. Fait que si je veux m'inscrire sur Amazon.com comme commerçant qui vend ses produits au marché canadien, ça me prend un enregistrement de marque canadienne. Donc, je suppose que si je vends aux États-Unis, je me prends un enregistrement, là, c'est clair, ça prend un enregistrement pour chaque territoire géographique dans lequel on désire vendre. C'est ça. Donc, si j'ai, par exemple, une marque enregistrée au Brésil et que je veux vendre sur le .ca, ça ne sera pas accepté. Ça va prendre un enregistrement de marque canadien. Et tout à l'heure, on va regarder aussi la stratégie de protection à l'international. Maintenant, regardons le processus d'inscription lui-même sur l'Amazon Brand Registry. Tout d'abord, c'est un processus qui est entièrement en ligne. Ça serait vraiment ahurissant que ce ne soit pas le cas. Entièrement en ligne et simple. En soi, il est très simple, le processus. Par contre, l'approche bureaucratique adoptée par Amazon peut compliquer le traitement et c'est ce qu'on a envie de partager avec vous aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut fournir des informations relativement à sa marque enregistrée. Il faut identifier la marque. Et c'est là où, tantôt, je parlais nominal, semi-figurative, figurative. Et c'est là où souvent le bas blesse. On va vous demander, est-ce que vous avez un word mark, ou vous avez un design mark, donc nominal, semi-figurative. Et il faut comprendre quel type d'enregistrement de marque on a nous-mêmes. Alors, ça se peut que nous, par exemple, BCF, on a évidemment, ça aussi, ça serait ahurissant qu'on ne l'ait pas. On a évidemment notre logo enregistré avec BCF et on a aussi la marque nominale BCF toute seule. On utilise les deux, mais si il advenait que je n'avais qu'un seul enregistrement, que j'ai par exemple BCF sans le logo, sans le cercle noir, et que je m'inscris sur Amazon, advenant que je vende des produits, ce qui n'est pas le cas, on vend des services, mais donc je veux m'inscrire sur Amazon et Amazon me demande est-ce que c'est une marque nominale ou une marque logo? Et j'indique que j'ai une marque logo, mais dans le fond, la marque enregistrée, c'est une marque nominale. Là, ils vont bloquer. Ils donneront pas suite à votre demande parce que ça doit exactement correspondre à votre enregistrement de marque. Et on va le voir tout à l'heure, les nuances. Et c'est souvent là que ça accroche. Donc, il faut bien comprendre ce qu'on a protégé pour bien identifier le type de marque qu'on a. Alors, par exemple, une entreprise, comme je le disais, qui utilise un logo, mais dont la marque a été enregistrée en version nominale afin d'obtenir une protection plus large. Ça aussi, on va parler de stratégie tout à l'heure. Quand elle s'inscrit sur l'Amazon Brand Registry, comme elle a enregistré une marque nominale, admettons BCF seulement, elle doit indiquer nominal. Si elle indique design et qu'après, on fournit des représentations de l'enregistrement et qu'on donne le numéro d'enregistrement qui réfère juste à une marque nominale, l'Amazon approche bureaucratique, c'est pas la même chose. Alors qu'en droit, la marque nominale couvre toutes les applications de la marque, que ce soit le logo à l'horizontale, à la verticale, en diagonale, en couleur, pas couleur. On est toujours protégé, mais ça, il faut l'expliquer à Amazon. Et on a eu des cas où il a fallu envoyer une lettre
à titre d'agent de marque pour le client, expliquant, écoute, cher Amazon, la protection couvre tout ça, donc inscris s'il te plaît. Ça a fonctionné. Mais c'est ça, cette approche bureaucratique-là. Alors, on reviendra tout à l'heure parce que, encore une fois, c'est un concept important. Oui, parce que ça peut nous laisser l'impression qu'on est protégé alors qu'on ne l'est pas. En fait, non, bloquer le dossier. Voilà, c'est ça. On va le voir tout de suite dans le fonctionnement, c'est qu'on vous demande, pour vous inscrire, de fournir des informations. Je parle de l'identification de la marque, donc quel type de marque on a, le numéro d'enregistrement de la marque, il faut le fournir. Il faut fournir aussi des images du ou des logos dans lesquels sont inclus la marque, des images des produits vendus, donc des photos, et des images de l'emballage. Alors, si vous avez différents logos, vous pouvez les fournir à la condition que votre marque soit enregistrée nominale, qui couvre toute la variante de logo. Si vous avez enregistré une marque logo seulement, c'est-à-dire semi-figurative, devrais-je dire, donc le logo qui inclut un mot, donc une combinaison des deux, et que vous leur fournissez différentes variantes, mais pas celles dans la version enregistrée, ils vont bloquer aussi. Fait que ça, c'est très, très important de le comprendre. Tu as parlé de simplicité, mais c'est simple si tu as un logo, un produit, un emballage. Oui, mais c'est pas le cas lorsqu'on vend sur... Et consulter les gens qui ont protégé la marque pour vous en leur demandant qu'est-ce que je dois indiquer. Ça prend 15 secondes de répondre à ça, puis vous n'aurez pas les embûches qui peuvent en découler. Ensuite, on fournit le site web où on vend la marque, autre qu'Amazon. Par exemple, si vous faisiez vous-même de la vente en ligne. Fait qu'il vous demande de populer le plus d'informations possible sur votre marque parce que ça va les aider à identifier les violations de marque. Et vous devez aussi identifier la liste des pays où vos produits sont fabriqués et distribués. Et ça aussi, on va y revenir tout à l'heure, parce que ça devrait sonner des cloches. Ensuite, dans le processus, donc, on a fourni ces informations-là à Amazon. Et ce qui arrive, c'est qu'Amazon va traiter l'information. Ça va leur prendre 1 à 2 semaines. C'est pas 24 heures, là. C'est 1 à 2 semaines. Et ils vont envoyer un code de vérification à l'agent de marque dont vous avez utilisé les services pour enregistrer la marque. Parce qu'ils veulent que l'agent de marque valide les informations fournies. Mais pour que ça se rende à l'agent de marque, il faut que ça ait été bien traité au début. Il faut que vous ayez fourni les bonnes informations. Alors, prévenez votre agent de marque, idéalement, qui va recevoir ce code-là. On peut recevoir de nombreux courriels. Donc, dès réception, lorsqu'il se passe un client inscrit sur Amazon, on reçoit, nous, comme agent de marque, un code de vérification là, qui a à peu près, je ne sais pas combien de caractères, mais une bonne vingtaine, une combinaison de chiffres et lettres, donc pas quelque chose de simple à deviner. On le retourne au client qui, lui, le fournit à Amazon. Fait que ça doit passer par un tiers pour dire « je valide ». C'est bel et bien moi qui s'occupe de ça. Une sorte de contre-vérification, attestation. Voilà. On est bien. Pour éviter que quelqu'un se fasse passer pour le titulaire de la marque, popule de mauvaises informations et que ça s'envoie, ça va vraiment, le code de vérification va être envoyé à l'agent de marque inscrit auprès du registre des marques de commerce du pays concerné. Donc, ça aide vraiment là, à bien circonscrire le risque de fraude. D'ailleurs, petit aparté, ce qu'on a commencé à voir aux États-Unis, parce que les États-Unis ont un processus d'agent de marque où tout est indiqué en ligne, l'adresse courriel de l'agent de marque et tout. Alors, on a des petits oises qui ont commencé à demander l'inscription d'un changement d'adresse courriel de l'agent de marque pour que ce soit envoyé au mauvais. Donc, ça aussi, là, plus on avise et on travaille en collaboration avec son agent de marque, plus on peut éviter ce genre de situation-là. Mais c'est pas comme ça au Canada. On n'a pas l'adresse courriel de l'agent de marque n'apparaît pas. Alors, maintenant qu'on a... donc, c'est aussi, guillemets, simple que ça. Je ne veux pas rendre ça compliqué, là. On fournit les informations. Il y a un code de vérification qui est envoyé à l'agent. L'agent le retourne au client. Le client l'envoie à Amazon. La boucle est bouclée. On a notre inscription au Amazon Brand Registry. Et après, on peut aller modifier ces informations sur son compte, ajouter des photos, etc. Vous aurez compris que là où le bas blesse, c'est surtout au niveau du type
type d'informations qu'on fournit à Amazon, donc bien identifier sa marque. Alors, si on regarde maintenant le type de marque de commerce et la stratégie de protection, là, on tombe dans les principes de base d'un enregistrement de marque, mais c'est essentiel pour bien profiter du Amazon Brand Registry. Alors, on a 3 types de marques de commerce. On a des marques nominales, donc un wordmark. On protège le mot. L'avantage de protéger dans cette version-là, et nous, généralement, à moins qu'il y ait des enjeux d'enregistrabilité dans lesquels je ne veux pas entrer aujourd'hui, mais généralement, on va aller toujours protéger la marque nominale parce que ça signifie que si votre logo change, vous êtes toujours protégé. Et un logo, Anne-Marie. Oui. N'est-ce pas? Tu parles des personnes de communication, voilà. Alors on aime bien être dans l'air du temps, moderniser, modifier, bien sûr. Et quand on protège la marque nominale comme telle, ça nous permet aussi d'intervenir à l'encontre de tiers qui utiliseraient la même marque ou une marque similaire dans notre domaine d'activité, peu importe le logo que lui utilise, parce qu'il ne pourra pas se rabattre sur le fait que son logo est fort différent du nôtre. Nous, on a une protection la plus large possible en ayant cherché la marque nominale. Donc, si j'ai protégé BCF marque nominale, quand je m'inscris sur Amazon, il faut que j'indique que c'est un wordmark. Même si j'utilise aussi un logo, on s'entend que mon logo avec BCF et le cercle noir, BCF est dedans, le mot BCF est dedans. Fait que je vais fournir ces images-là à Amazon, mais l'identification de ma marque, ça va être un wordmark nominal. C'est ce qu'on recommande de toujours aller chercher, protéger, puis les niveaux de protection que vous voyez là à l'écran sont des niveaux complémentaires. L'un ne remplace pas l'autre. On essaie idéalement d'aller chercher la protection nominale. Moi, j'appelle ça les fondations de la maison. Ensuite, si on veut monter des murs, on va chercher la protection de la marque semi-figurative quand c'est une combinaison d'un logo avec les mots. Qu'est-ce que ça nous donne comme avantage? C'est pour nous permettre d'intervenir contre tout tiers qui utiliserait parfois une marque similaire, mais avec un logo complètement différent et, avec un logo similaire au nôtre. Donc, le mot peut changer. Donc, sont assez wise pour ne pas copier la marque comme telle, mais leur logo s'approche drôlement du nôtre. Parce que souvent, le consommateur, on regarde rapidement, puis on voit un logo qui se ressemble, puis on pense qu'il y a un lien entre les deux. Alors, la protection de la marque semi-figurative nous permet d'intervenir contre ces tiers-là qui vont aller plus copier les éléments graphiques du logo. Généralement, on va recommander de le déposer en noir et blanc, parce que souvent, on le sait, Anne-Marie, justement, en communication, on va imprimer en inversé, etc. Donc, on va toujours être protégé. Si on a beaucoup de produits aussi, on va faire varier selon l'emballage. Voilà. On peut décider avec certaines lignes de faire des variations, effectivement. On peut avoir l'orange associé à une catégorie de produits, le vert à un autre, etc. Donc, ce serait impensable de commencer à protéger toutes ces versions-là. Donc, on dépose en noir et blanc et on peut ajouter une revendication de couleur quand c'est vraiment un véhicule corporatif. On s'entend que quand c'est une signature, je pense, par exemple, à la couleur associée à certaines institutions bancaires, ben, c'est sûr qu'eux, ils ont protégé nominal, semi-figurative, noir et blanc, semi-figurative, couleur. Mais c'est rare qu'on va là. À un moment donné, il y a les must-have, qui est la marque nominale, puis il y a le nice-to-have, qui est les murs, puis la couleur sur les murs. Là. Ensuite, on a aussi des marques figuratives seulement, donc il n'y a pas de mots. On parlait du swoosh de Nike tout à l'heure à titre d'exemple. Donc, ça, on va le protéger quand on risque d'avoir le logo seulement qui apparaît sur nos produits. Mais souvent, à moins qu'on s'appelle Nike puis que le swoosh soit tellement connu, souvent, on a besoin d'associer le nom aussi. C'est pour ça qu'on va y aller semi-figurative, mais quand notre logo, surtout dans certains domaines, le logo finit par avoir sa vie propre, on va vouloir peut-être protéger le logo tout seul. Par contre, ça, Amazon ne l'acceptera pas pour les raisons dont on a discuté tout à l'heure. Pour eux, c'est difficile d'aller chercher, de vous donner les outils pour identifier la violation de marque. Donc, même principe pour la marque figurative, on va la protéger en noir et blanc d'abord, potentiellement en couleur si c'est d'intérêt. Évidemment, si on a une marque nominale, donc BCF, ou admettons Nike, et qu'on a le swoosh de Nike, on peut utiliser les deux ensemble. On peut utiliser différentes combinaisons de marques enregistrées. Parfois, on va avoir, rappel, des marques, ça peut être un mot,
des mots, ça peut être des chiffres, ça peut être un slogan, ça peut être un logo. Donc, on pourrait avoir une combinaison, le slogan qui est enregistré à titre de marque de commerce, la marque semi-figurative, et on peut utiliser tout ça là, ensemble. Et on pourrait J'ai envie de poser une question bêtement, Joanne, de t'interrompre, mais en fait, aurais-tu une recommandation par rapport au packaging puisqu'on stratégie de protection avec Amazon? Dans le fond, ce que tu nous dis, c'est le packaging devrait contenir les marques telles qu'enregistrées. Telles qu'enregistrées, oui. OK. Donc, si vous avez votre protection à titre de marque nominale, vous allez être toujours correct pour vous inscrire à Amazon, en autant que vous ayez identifié que c'est une marque nominale au départ, là, okay. Et vous pourrez fournir toutes les variations de logo. Par contre, si vous avez enregistré un logo, il faut fournir des images de ce logo-là. S'il a une variante, ils vont le refuser. OK, je comprends. Donc, encore une fois, c'est simple, mais il y a beaucoup de, points à nuances qui sont liés à la protection, aux nuances juridiques de la protection. Donc, encore une fois, lorsque vient le temps d'identifier votre marque en vous inscrivant sur la Amazon Brand Registry, il faut bien comprendre le type de marque que vous avez protégée, nominale ou semi-figurative. Si c'est une marque nominale et que vous fournissez un logo comme image, il se peut que vous deviez expliquer que la marque nominale, justement, s'étend à tous les logos possibles. Donc, généralement, ils l'acceptent, mais il y a des cas où on doit intervenir. Et à l'inverse, si vous avez enregistré juste comme marque logo ou semi-figurative, là, ça revient à la question que tu posais. Il faut fournir l'exemple de la marque telle qu'enregistrée. Il se peut qu'on ait des marques qui ne soient pas enregistrables parce que ça décrit ce qu'on vend. Et dans ce cas-là, on ne peut pas avoir la marque nominale parce qu'obtenir une marque enregistrée, c'est obtenir un monopole sur des mots en liaison avec certains produits ou services. Si ma compagnie s'appelait Internet haute vitesse, j'aurais des problèmes. Voilà. Donc, je ne serais pas capable d'enregistrer Internet haute vitesse. Mais ça se peut que si mon logo est prédominant puis qu'il y a des éléments graphiques intéressants, on s'entend qu'il est juste un carré, des carrés, c'est pas très distinctif. Là, c'est pas original sur le marché. Mais si, avec Internet haute vitesse, j'ai un logo qui a des éléments graphiques intéressants et qui sont prédominants ou d'égale taille au mot, je vais pouvoir obtenir un enregistrement de marque au Canada. Et là, on pourrait l'inscrire sur Amazon. Maintenant, on a parlé que ça prend une marque enregistrée. Parlons rapidement du processus d'enregistrement de marque au Canada. Vous allez comprendre l'importance, c'est que c'est long enregistrer une marque. Au Canada, on parle présentement de 18 à 24 mois. Oh là là! Donc, si vous voulez vous inscrire au Amazon Brand Registry qui requiert une marque enregistrée, le fait que vous ayez déposé une demande et que vous soyez rendu au 6e des 24 mois, vous ne pourrez pas vous inscrire au Amazon Brand Registry tant que vous n'aurez pas votre certificat d'enregistrement. Il faut s'y prendre plutôt que tard. Ben oui, bien sûr. Mais écoute, le problème ne se pose pas quand même pour les organisations, les entreprises qui sont installées quand même depuis un certain nombre d'années. En général, leur marque a été, enfin, on va supposer qu'elle a été protégée, sinon vous êtes là pour nous aider. Tout à fait. Mais on parle plus de jeunes entreprises qui vont aller rapidement à la commercialisation, par exemple. Oui, mais c'est une excellente question. En fait, souvent, les gens connaissent très peu les marques de commerce comme telles ou plutôt la protection. Souvent, ils vont penser, ils ont beau être sur le marché depuis plusieurs années, ils se disent, j'ai pas besoin d'un enregistrement de marque. Par exemple, c'est le nom de ma compagnie. Le nom de ma compagnie, il m'appartient. J'ai pas besoin d'une marque de commerce enregistrée. Et on va voir tout à l'heure certains paramètres qui font en sorte que votre portée de protection, elle est très, très limitée et que, évidemment, il y a des avantages à aller chercher un enregistrement de marque. La preuve, Amazon Brand Registry en est un exemple. Donc, oui, tu as raison en partie. Ce sont souvent de jeunes entreprises, mais pas uniquement. Pas uniquement. Puis tout à l'heure, je vais vous donner un exemple très pratique. Donc, on requiert une marque enregistrée. Ça veut dire qu'il faut s'y prendre plus tôt que tard. Au Canada, juste pour illustrer le propos, à partir du moment où on dépose, il y a différentes étapes dans un processus d'enregistrement de marque. Il y a l'étape, on dépose, il ne se passe rien pendant à peu près 12 mois. Et ensuite, il y a l'approbation de la marque, il y a la publication de la marque au journal des marques
pour potentielle opposition par des tiers. La marque va être admise. Ensuite, elle va être enregistrée. Ce processus-là, c'est si tout va bien. Si tout va bien. Ce qu'il y a dans le bas de l'écran, c'est les options, s'il y a un rapport d'examen, s'il y a une opposition, etc. Des contestations, oppositions. Voilà. Alors, je ne veux pas m'attarder trop longtemps parce qu'on a beaucoup d'autres matières à couvrir en peu de temps, mais gardez à l'esprit que ça ne se fait pas en claquant des doigts. Canada, ça prend à peu près 24 mois. États-Unis, enregistrer une marque, ça prend à peu près 18 mois. Union européenne, c'est plus rapide parce que leur examen est très sommaire. On parle d'un enregistrement à l'intérieur de 9 mois environ, mais c'est quand même pas en 48 heures. Fait que si on veut, on peut vendre sur Amazon quand même, mais on peut pas s'inscrire au Amazon Brand Registry. J'enchaîne avec les pays où vous faites fabriquer et distribuer parce que c'est une des informations qu'Amazon requiert et qui devrait soulever un drapeau chez nos entrepreneurs. Ça veut dire qu'il faut se poser la question, quand je vais à l'international, et que je fais fabriquer à l'international, qu'est-ce que je dois faire pour protéger mes marques? Parce que c'est pas parce que j'ai une marque enregistrée au Canada que je peux empêcher quelqu'un de l'utiliser aux États-Unis. Même chose, un Français qui utilise une marque dans son secteur d'activité peut pas m'empêcher d'utiliser la marque au Canada. Juste pour que je comprenne bien là, ce que tu établis pour nous, là c'est que si moi je fais fabriquer, par exemple, du côté de Taïwan, mais je ne vends pas nécessairement à Taïwan, mais je vais vouloir possiblement protéger ma marque à cet endroit-là pour la contrefaçon, puisque la production se fait là. Est-ce que c'est ce que je comprends? Oui, en fait, tu as touché le deuxième volet. Le premier volet, c'est où on vend. On doit déterminer où on vend. Puis quand on vend en ligne, il faut regarder d'où viennent nos demandes d'information, d'où viennent nos commandes, en gardant à l'esprit qu'il y a deux types d'acquisition, de modes d'acquisition des droits. Il y a des pays, et c'est la plupart des pays au monde. C'est le premier déposant qui a les droits. Alors que Canada et États-Unis, entre autres, mais surtout là, pour nos auditeurs, Canada et États-Unis, on est des pays où même si on n'a pas enregistré de marque, le fait qu'on l'utilise la marque, on va avoir une portée de protection. C'est super intéressant, mais elle va être limitée au territoire où je vends. Fait que si je vends au Québec, je ne peux pas empêcher quelqu'un en Ontario de vendre avec la même marque. Okay. Pour des produits une protection presque provinciale, ou même parfois locale, ville. Okay. Et je vais donner tout à l'heure un exemple. Donc, il y a ceux où je vends, puis si je vends en ligne, il faut que je vois d'où viennent des demandes d'information. Est-ce que j'ai un client qui est uniquement en ligne, puis à un moment donné, il m'appelle, je ne sais pas ce qui se passe, l'Afrique du Sud, ça a popé. L'Afrique du Sud, c'est un pays où c'est le premier déposant qui a les droits. Fait qu'il faut déposer rapidement. Si quelqu'un le fait avant nous, il pourrait nous empêcher de vendre là-bas. Pour revenir à ta question, il y a ensuite les pays où on fait fabriquer. Alors, si je ne vends pas en Chine, par exemple, et que je fais fabriquer en Chine et que ma marque est apposée là-bas sur mes produits et je rapatrie ces produits-là pour les vendre au Canada ou aux États-Unis, on va généralement recommander des enregistrements défensifs. J'ai donné la Chine comme exemple, mais c'en est un. Là. Il y a d'autres pays de fabrication. Est-ce que ça sert un enregistrement défensif? C'est éviter ce qui suit, qu'on a vu malheureusement trop souvent se répéter au cours des dernières années. C'est que je ne vends pas en Chine, fait que je n'ai pas enregistré en Chine. Par contre, il y a un Chinois qui sait que je fais fabriquer là-bas et qui enregistre, lui, la marque en Chine. Votre marque, là. Pour les mêmes produits que vous, il inscrit la marque auprès des autorités douanières et vos conteneurs avec vos produits sont bloqués à la frontière, puis après, ben, c'est des négociations. Hein? Puis je peux vous dire que des conteneurs bloqués à la frontière alors qu'on a besoin de nos produits pour remplir nos bons de commande, ça peut coûter pas mal cher. Oui, puis je dirais, la Chine, par les temps qui courent, c'est pas là qu'on veut que nos conteneurs soient bloqués. Effectivement. Et vous donner un exemple, enregistrer en Chine, c'est en bas de 2000 $. Mais négocier des conteneurs près de la frontière. Fait qu'il faut se poser la question, si je fais fabriquer une composante, ma marque n'apparaît pas sur la composante, je n'ai pas besoin de me protéger dans le pays. Fait que donc, c'est des stratégies de protection offensives ou défensives selon la position dans laquelle on se trouve. Donc, c'est un investissement peu coûteux. Il peut être coûteux quand on cumule les pays. Donc, il faut voir si c'est un one-shot deal, que j'ai peu de ventes puis qu'il n'y aura pas de répétition, peut-être que ça ne vaut pas la peine. Mais pour vous donner un ballpark, enregistrer dans certains pays, c'est très cher, dans d'autres peu cher. Mettez une moyenne d'environ 3 000 $ par pays. Il y en a que c'est
2000 $. Canada, c'est pas cher. Mais il y a beaucoup de pays, Brésil est très cher, Japon est très cher et très long. Japon, c'est moins long. Au Brésil, on parle de 7 ans présentement. Mais ils n'ont pas encore le Amazon Brand Registry. Il n'y a pas de marketplace Amazon. Alors, coût d'enregistrement, oui, ça peut être coûteux, mais il faut l'évaluer par rapport au coût de ne pas pouvoir employer sa marque dans un pays. Donc, j'ai un contrat en France, puis finalement, je n'enregistre pas ma marque, je pense pas. Tout à coup, ça devient très important. Et les contrats, vraiment, là, on en a de plus en plus. Ben, si on ne veut pas se voir empêcher l'usage, il faut envisager protéger. Les coûts aussi et difficultés d'intervention pour des plateformes comme Amazon si on n'a pas la marque dans un pays. Et j'insiste sur le prochain point, les coûts, parce qu'on parlait de marque non enregistrée tout à l'heure. Alors souvent, je ne peux pas évidemment nommer l'entreprise, mais une entreprise très bien implantée dans la région de Québec, pendant 20 ans, vend sous sa marque, mais qu'à Québec, et voit pas l'intérêt, elle a son nom commercial, est connue, etc. Un jour, un acheteur potentiel l'approche pour prendre de l'expansion. Et le but d'acheter l'entreprise, c'est d'utiliser cette même marque-là. Et ils avaient déjà des baux à Montréal, Laval, etc. Comme c'est une marque non enregistrée, elle avait sa portée de protection dans la grande région de Québec et elle ne s'étendait pas à Montréal, Laval. Et malheureusement, vous vous doutez que comme la recherche a révélé qu'il y avait d'autres noms similaires, ils ne pouvaient pas utiliser ces noms-là à Montréal et Laval. Et le prix de vente de l'entreprise a énormément chuté. Alors, il faut évaluer ça. Parfois, quand on commence, ce n'est pas nécessaire. Mais il faut se poser la question au moins aux 6 mois, à tout le moins annuellement. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je vends? Où est-ce que j'ai l'intention de vendre? Moi, je dis toujours que c'est une stratégie qui doit s'aligner avec un plan de commercialisation de 3 à 5 ans. Je termine avec trucs et astuces parce que le temps file. Oui! Donc, plus on va avoir une marque forte en droit des marques, ça veut dire une marque originale, si je peux me permettre de le vulgariser ainsi. Donc, les mots inventés. Hein? Pepsi, Reebok, ça ne voulait rien dire. C'est des marques très fortes parce que quand on s'en approche, il doit y avoir une raison. Ensuite, les marques arbitraires, qu'est-ce que ça veut dire? C'est des mots du dictionnaire. Les gens parfois disent ça ne s'enregistre pas, un mot de dictionnaire, ce n'est pas une marque de commerce. Qu'est-ce que tu penses, Anne-Marie, de Apple? Est-ce que c'est une marque de commerce? C'est un mot du dictionnaire. Exactement. On peut l'enregistrer. C'est une marque très forte parce qu'elle est utilisée dans un contexte qui n'a rien à voir avec les pommes. On ne pourrait pas enregistrer Apple pour des tartes et des jus de pommes, mais on peut l'enregistrer pour tout ce qui touche le domaine d'activité d'Apple. Donc, des marques très fortes. Et malheureusement, 80% des marques sur le marché, je dis malheureusement parce que elles sont suggestives. On veut tout de suite dire à notre consommateur ce qu'on fait et on devra donc coexister avec d'autres. Je prends l'exemple de Nutri dans le domaine de l'alimentation. Il y en a beaucoup. Oui. Fait qu'il s'agit parfois de juste avoir un suffixe différent ou un préfixe différent, puis on va coexister avec les autres nutris. Ça se peut que ça soit notre stratégie et que ça fasse bien notre affaire, mais il faut s'attendre à pouvoir moins montrer les dents que Pepsi et Apple. Et les dernières, c'est ton Internet haute vitesse de tout à l'heure, descriptif, pas enregistrable, à moins qu'il y ait des éléments graphiques qui sont ajoutés, qui sont suffisamment... les pneus efficaces, les pneus tremblés. Mais là, on serait plus dans le pneus efficaces, on ne pourrait pas parce qu'on ne donnera pas un monopole sur une expression que ton compétiteur devrait pouvoir utiliser. Okay. Le principe, c'est de permettre la juste et libre concurrence. Donc, quelques autres trucs. Toujours employer vos marques comme vous l'avez enregistré. Les petites variantes, il faut être prudent. Et sur l'Amazon Brand Registry, si vous n'avez qu'une protection de marque semi-figurative, c'est-à-dire le mot qui combine logo et mot combinés, et que vous avez évolué dans votre marque, ben, ça va bloquer. Vous êtes mieux d'aller chercher nominal à ce moment-là. Mais encore une fois, il faut toujours être prudent, même si c'est tentant au niveau marketing de changer nos marques. Ou au moins se poser la question et vérifier avec
avec votre agent de marque, est-ce qu'il y a un impact là-dessus? L'emploi des symboles, je termine avec ce point-là qui n'est pas négligeable parce que c'est gratuit d'utiliser un symbole. Vous pouvez dès maintenant, même si votre marque n'est pas enregistrée, vous pouvez utiliser le MC pour marque de commerce et TM pour trademark. Les seules restrictions visent le R, le petit registered, ou son équivalent francophone MD qui signifie marque déposée. Marque déposée, au sens de la loi, c'est une marque enregistrée. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Alors, mais dès aujourd'hui, vous avez une marque que vous voulez, que vous revendiquez des droits sur cette marque-là. Vous prétendez que c'est un usage à titre de marque de commerce. Donc, sur votre page web, sur vos cartes d'affaires, etc., pas obligé de le mettre partout, mais ici et là, de mettre le symbole MC ou TM. Et quand vous aurez obtenu un enregistrement de marque, le cas échéant, vous pourrez changer ce symbole-là pour le R ou le MD, mais encore là, pour tout changer votre papeterie, puisque même pour les marques enregistrées, le TM et le MC seraient toujours adéquats. Donc, c'est gratuit. Vous pouvez le mettre tout de suite un peu partout là où vous le désirez. Ça envoie un signal que vous revendiquez des droits sur vos marques. En conclusion, le Amazon Brand Registry, pour y revenir, c'est un outil gratuit et intéressant. Ça soulève par contre des questions pratiques dans le cadre de l'inscription au Amazon Brand Registry et ça devrait également soulever dans votre tête des drapeaux sur la portée de protection de vos marques. Quand on parle de nominal versus semi-figuratif versus figuratif, qu'on parle au Canada, aux États-Unis, à l'étranger, toujours se poser ou revoir la question de stratégie de protection au moins sur une base annuelle et s'assurer que votre stratégie de commercialisation, de protection de vos marques est alignée avec vos plans de commercialisation. Pourquoi? Ça se peut que j'ai enregistré ma marque nominale, donc portée de protection très large, pour certains produits, des vêtements, des chaussures, des bijoux, et finalement, je vends aussi des livres au fil du temps, mon enregistrement, lui, il ne suit pas tout ça. C'est coulé dans le temps au moment où on fait la demande, ce qu'on couvre par la demande. Fait que si notre offre de produits a énormément changé, il faut revoir est-ce que c'est nécessaire de bonifier la protection. C'est pas toujours nécessaire. Si j'ai mis vêtements de sport et que je vends aussi des serviettes de sport, on peut s'en accorder. Oui, parce que la portée de protection ne se limite pas qu'à ce qu'on a mis dans la demande, mais à ce qui est connexe. Et aller chercher, évidemment, les conseils juridiques. Parfois, c'est quelques minutes qui peuvent vous sauver bien des embûches, notamment sur la Amazon Brand Registry. Wow, il y avait beaucoup de choses là, dans ta présentation, Joanne. Écoute, c'était fort intéressant. Puis j'ai des questions aussi de la part des gens qui participent avec nous. Puis quand je les lis, effectivement, je me dis, il y a peut-être un volet sur les marques de commerce. Est-ce qu'on me demande ici, est-ce que c'est plus rapide si on achète une marque enregistrée qui est disponible à vendre? En fait, une marque enregistrée, ça sous-entend, on parle au Canada, ça sous-entend que la marque, elle est employée. Effectivement, si la marque est employée, parce qu'un enregistrement de marque, encore faut-il qu'on l'utilise, la marque, sinon on peut la perdre. On peut la perdre si on est challengé au niveau, excusez l'expression anglophone, si on questionne l'emploi de la marque. Donc, oui, si la marque, elle est enregistrée, en liaison avec ce que vous entendez commercialiser, ça peut être intéressant d'acquérir une marque déjà enregistrée. En fait, ça ralentit le processus pour répondre à la question de la personne. Tout à fait, tout à fait. Mais il faut s'assurer que la portée de protection est celle qu'on a besoin. Une petite question simple, mais ça peut arriver. Est-ce qu'au cours de l'enregistrement de la marque, si on en fait, là, je parle avec le Amazon Brand Registry, on change notre logo. C'est ça. Qu'arrive-t-il? Ce qui arrive, c'est que si on a inscrit la marque semi-figurative, donc combinaison de mots et logo, et que le logo a changé. Il faut resoumettre. Oui, voilà. Mais c'est gratuit. Donc, il faut juste, encore une fois, au moins une fois par année. Il n'y a rien qui est gratuit. Il y a quand même le temps qu'on y consacre, les conseils qu'on va obtenir. On va s'assurer que c'est bien fait. Donc, mais une fois qu'on a compris ou qu'on a consulté sur ce qu'on a, après,
il faut au moins se poser la question une fois par année, est-ce qu'on est adéquatement protégé? J'imagine que du côté de BCF, évidemment, vous offrez les conseils pour le faire et j'ai pas de doute à t'écouter que c'est bien fait. Et que ça m'apassionne. Oui, c'est ça. Oui, on le voit dans tes yeux, effectivement. Mais écoutez, on a répondu aux principales questions des gens. Écoutez, merci énormément d'avoir été avec nous. Joanne Auger, agente de marque chez BCF qui était avec nous aujourd'hui. Encore une fois, mille merci. C'était fort intéressant. Faut quand même souligner qu'Amazon met en place quand même un outil pour protéger les marques. Je pense qu'il faut le souligner. Tout à fait. Et puis, c'est à nous, comme entreprise, d'aller chercher les experts et de faire nos devoirs de ce côté-là. Mais il faut quand même souligner que c'est quand même une initiative fort intéressante. Et comme je dis, c'est bureaucratique, mais dans bien des cas, il n'y a pas de problème. Oui. Puis quand il y en a, on les règle facilement. Ah oui, bien sûr. Merci beaucoup, Joanne. Ça fait plaisir. Merci à vous tous d'avoir été avec nous. Je veux vous rappeler que vous pourrez revoir le webinaire sur le site Internet d'InnoCentre. Donc, on vous souhaite bonne fin de journée et au plaisir de vous revoir. Bonne inscription sur Amazon. Oui, bonne inscription sur Amazon.